Là, je vais tâcher d'aller rapidement parce que beaucoup a été dit et que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Donc, l'état de la question, c'est que dans le monde entier, les patients qui ont des BMI au-delà de 30 et plus de 15 ans, c'est aux États-Unis et au Mexique. Mais hier soir, Aziz m'a dit que le Mexique avait déplacé les États-Unis. En Belgique, on a 12 à 14 d'obèses et au Maroc, les dernières données que j'ai, c'est qu'il y a 14 de la population qui a un BMI au-delà de 30. Alors, les techniques proposées, anneau, sleeve, bypass ou bypass en oméga ou duodenal switch, je ne vais pas parler du tout de l'applicature gastrique. Je ne connais pas cette technique, je sais qu'elle est pratiquée. Et je vais essayer de me focaliser sur quelques données publiées dans Obesity Surgery en 2015. Quelle est l'image actuelle dans le monde entier de quelles sont les techniques qui sont réalisées dans le monde? Ça, c'est amusant à voir que dans le monde entier, on a toujours, bien que la technique diminue, 45% de bad pace, mais c'était en 2013, article publié en 2015, avec une augmentation importante du gastric sleeve, une chute de l'anneau gastrique depuis 2008, et le reste de la courbe, ce sont les autres interventions qui sont réalisées. Donc, si on veut faire une discussion aujourd'hui sur quelle chirurgie bariatrique, ben, on doit forcément s'intéresser à ces trois techniques-là. Les autres, c'est encore différent, c'est pas anecdotique. Alors, aux États-Unis, cette courbe ici, le sleeve a dépassé le bypass en 2013 et il y a une chute de l'anneau gastrique. En Europe, l'anneau gastrique, même chose, diminue, quoiqu'il y a encore des patients qui sont opérés d'anneau. On a une augmentation du sleeve, mais le bypass reste la première intervention. Alors là, donc aux États-Unis en 2014, 191 949 interventions, 30% de sleeve, de bypass, 59% de sleeve. Et alors, c'est très très important, il y a déjà 10% de révision. Donc, ce qui a été dit ce matin et hier, c'est que la première intervention que vous faites, c'est la plus importante. Parce que si vous la faites bien, que vous avez une bonne indication, vous allez avoir moins de révision. Le taux de révision ne fait qu'augmenter au cours du temps. Alors, en Belgique, pays de 11 200 000 habitants, on opère environ 13 000 patients par an, donc le rapport à la population est assez énorme. Et chez nous, en Belgique, en 2016, donc les chiffres de l'année dernière, assez récents, 65% de gastric bypass pour 30% de sleeve. Donc je m'inquiète un petit peu ici quand je parle de la bariatrique, c'est que beaucoup de chirurgiens se disent je vais faire de la bariatrique, je vais faire de la sleeve, j'ai vu les complications de la sleeve, je vois comment on va faire, et c'est bon. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un chirurgien qui veut se lancer dans la chirurgie de l'obésité peut se permettre de dire je ne ferai la sleeve et rien d'autre. Quelque chose d'intéressant en Belgique, c'est que dans la partie flamande du pays, donc dans le nord, il y a plus de bypass, et dans la partie francophone du pays, il y a plus de sleeve. Alors, l'activité de notre centre, on a commencé à faire de la chirurgie bariatrique en 1995 et en 2004, on a commencé à faire des bypass parce qu'on faisait des anneaux jusque-là. Et puis, on est allé voir l'Onrot en Suède, les patients venant nous demander de leur faire un bypass. Donc, à ce moment-là, on a commencé à faire des bypass gastriques. Et puis, en 2008, on a commencé à faire des sleeves. Donc, actuellement, 9 ans de sleeves. Et vous voyez bien, dans les années 2004, on faisait des anneaux, puis le nombre d'anneaux diminue. Il est encore assez important chez nous parce qu'un des 4 chirurgiens est un fan de l'anneau gastrique. Mais comme les données de la littérature, la courbe chez nous est croisée. On fait 3 fois plus de sleeve que de bypass, mais on fait encore assez bien de bypass. Et les chiffres s'arrêtent ici en septembre 2016, mais jusqu'à la fin de l'année, on a opéré en 2016 317 patients. Alors ça, c'est bon pour dire que, comme Richard Habitant l'a dit et d'autres l'ont dit, ne faites pas de la chirurgie bariatrique sans avoir une équipe pluridisciplinaire et un gastro-entérologue qui peut vous tirer d'affaire de vos complications.
Alors, les indications telles qu'elles ont été publiées dans le consensus conférence du NIH et reconnues en Belgique pour des raisons médico-légales et que j'ai encore relu dans Up to Date 2017, BMI au-delà de 40, 35 et, entre 35 et 40 s'il y a un diabète de type 2 traité, une hypertension artérielle résistante aux antihypertenseurs, ça c'est une loi belge qui dit qu'il faut 3 antihypertenseurs, un syndrome d'apnée du sommeil qui est objectivé par une polysomno, ou un patient qui a un résultat insuffisant d'une précédente chirurgie de l'obésité et qui ne doit pas attendre 40 pour être réopéré. Il y a une discussion maintenant en BMI 30 et 35 chez les diabétiques. Comme je dis tout à l'heure, chez nous, on a proposé une étude dans des centres de référence, mais le gouvernement n'a pas accepté de cette étude. Il y a vraiment un intérêt, mais dans des indications limitées pour le diabète. Alors, il faut se méfier des alcooliques et des drogués. Les alcooliques, ça ne marche pas. La vie psychiatrique, outre le fait qu'il doit détecter les troubles du comportement alimentaire, doit détecter les psychotiques instables et dépressifs, des gens qui ne sont pas capables de subir ces autres types d'interventions, ou des maladies potentiellement mortelles à court terme, patients qui n'ont jamais eu de traitement médical de l'obésité ou patients non compliants. Ça paraît idiot, mais vous devez faire l'anamnèse. Et chez nous en Belgique, un patient qui est élu pour une intervention, un document doit être signé par une psychologue, par l'endocrinologue, par le chirurgien qui confirme qu'on a respecté toutes ces règles. Alors l'anneau gastrique, bien bon, tout le monde connaît cette technique, réversible, modulable, virtuellement pas de complications. Inconvénient, échec chez les suite eaters, 1,5% de migration, slippage de l'anneau avec occlusion, vomissement, développement de reflux, défaut du boîtier, infection, ça donne quand même pas mal de problèmes. Les indications, pour moi, sont devenues rares. Patients très jeunes, premier pas de démarche bariatrique, mais c'est une opération facile, mais quand on enlève l'anneau, ça laisse des cicatrices et c'est parfois difficile et ça complique une autre opération. Parfois, il y a des patients qui viennent en disant « moi, je ne veux rien d'autre, je veux ça ». Alors, je les préviens que le taux d'échec à long terme est de 50%, donc la perte de poids n'est pas suffisante, et qu'à long terme, 40% de chances qu'à un moment donné, l'anneau va être retiré. Alors, le sleeve, on en a parlé ce matin, mais actuellement, donc, je pense, dans le dernier film qu'on a vu, que la section commençait assez loin du pylore avec une section directement verticale. Je mets une sonde de Fauché 40 French, je me mets à 3-4 cm du pylore, et par la droite, je donne un coup, 2 coups d'agrafeuse, et puis je commence à remonter, en laissant, bon, Jean Closset a largement expliqué la vascularisation de sommet de la poche à air, mais si vous voulez avoir un bon sleeve, je crois qu'il doit partir de plus en plus près du pylore avec une sonde de 40 French. Alors l'avantage du sleeve, donc pas de vidéo parce qu'on n'a pas le temps, techniquement plus facile à réaliser qu'un bypass, mais ce n'est pas à cause de ça que vous ne devez pas faire de bypass. Efficace avec comorbidité, conversion possible en bypass ou en switch, effets restrictifs avec augmentation de la satiété, pas de malabsorption, peu de carences, préserve le pylore, préserve l'an, donc beaucoup d'avantages. Et aussi, il faut savoir qu'en cas de lithiase vésiculaire, le sleeve permet de faire une gastroscopie, une sphinctérotomie. Inconvénient, c'est un effet restrictif qui peut donner un échec chez les suite eaters. Il peut avoir aggravation ou développement d'un reflux gastro-œsophagien jusqu'à 50% des patients. Donc ça, c'est non négligeable. Beaucoup de patients qui ont un sleeve sont IPP dépendants et que dès qu'ils arrêtent ces médicaments, il faut les reprendre. Il y a même maintenant des études qui parlent de l'apparition de l'œsophage de Barrett chez des patients qui ont un sleeve gastrique. Donc certainement dans les années à venir, on va voir des problèmes liés au reflux chez les patients en sleeve. Morbidité, on en a parlé. Indication, patients jeunes ou plus âgés. Certainement, s'il y a une greffe rénale et hépatique qui est prévue, avant une cure d'éventration, maladie inflammatoire du tube digestif qui ne permettent pas de faire une chirurgie de type bypass, et première étape chez un super obèse, BMI au-delà de 50. J'essaye de vous donner des algorithmes. Alors, les comorbidités, ben oui, la résolution du diabète à 1 an à 80%, amélioration de l'hypertension artérielle en 70%,
réduction du syndrome d'apnée du sommeil, réduction des douleurs articulaires, possibilité de conversion en bypass, suite duodénale ou SADI, si perte de poids insuffisante. On a parlé des complications. Je vais tâcher d'aller un peu plus vite. Donc, en 2012, avec Jean Closset et le Club Célio, c'est surtout Jean Closset et la collaboratrice qui a fait ce travail dans lequel on a inclus nos patients. Il y avait 301 patients et dans cette étude, il y avait un taux de fistule de 3,98% avec peut-être un effet. Donc, chez les patients qui avaient eu une histoire de chirurgie obésité antérieure légèrement significatif, où le fait de faire une perforation péropératoire augmentait le risque de fistule. Après, on a dans cette série, il n'y avait pas de mortalité, il y avait des sténoses, des saignements, mais pas de mortalité, mais une morbidité d'environ 10%. Puis la série a été à Globe Célio est montée à 816 patients avec un BMI moyen de 43, antécédent de chirurgie digestive 308, plus de femmes que d'hommes. Je vais aller très rapidement. Chez ces patients, il y avait du reflux, une hernie hiatale, enfin du reflux chez 121%, avec 158 malades avec l'œsophagite, avec un RGO traité chez 121 d'entre eux. Et l'HP a été éradiqué. Donc, dans le bilan préopératoire, nous demandons systématiquement une endoscopie pour exclure un HP et demander au gastro-entérologue s'il y a une œsophagite et s'il y a un Barrett. Moi, s'il y a un Barrett, je ne fais pas de sleeve. Alors, dans cette deuxième étude, la mortalité est 0 et le taux de fistule est passé à 2,1%. Ça veut dire que l'expérience, on a quasiment diminué de moitié. Alors, le sleeve est efficace sur la perte de poids, la perte d'excès de poids à 5 et 6 ans, mais c'est dans la première année que la chute est importante. Après 2 ans, le poids devient stationnaire. Notre expérience de notre service, on a retiré de l'étude Club Célio nos 151 patients et on est actuellement occupé à les suivre. Alors, les patients de 2014, on les suit. Tous les 6 mois, on leur téléphone, on les fait venir. Donc, âge moyen 37 ans, BMI moyen 42. On a analysé, donc ils avaient les comorbidités habituelles, chirurgie de première intention 89% et 11 fois déjà des reprises. Alors, on a analysé différents paramètres, temps opératoire 60 minutes, pas de saignement, taux de fistule dans notre service 2,6%, séjour hospitalier 2,9%, pas de mortalité. Alors, à 24 mois, on a 72% de suivi pour l'instant. La perte d'excès de poids est de près de 80% et le BMI moyen à 24 mois est descendu en dessous de 30. Donc pour l'instant, les résultats de notre service de sleeve sont bons. On va voir, j'espère pouvoir revenir dans 1 an ou 2 ans avec la suite des résultats. Donc amélioration ou diminution du diabète dans ce type de pourcentage. Autre opération, le gastric bypass avec anse en Y, c'est le gold standard. L'anse biliaire doit mesurer 75 cm, l'anse alimentaire 1,50 m. Alors, la vidéo, on l'a vue ce matin. Restrictement alimentaire lié à la petite poche gastrique. La malabsorption, on en a parlé. Dumping syndrome, notre collègue endocrinologue en a parlé. Et l'anorexie aussi liée à la baisse de sécrétion de la gréline par l'estomac. Avantage, perte de poids soutenue dans le temps, pas de malnutrition calorique et protéique, efficace comorbidité. Alors, c'est très important que dans le bypass, vous avez une efficacité sur le RGO. Donc, vous réduisez la hernie hiatale, vous avez une petite poche, vous fermez les piliers, vous faites une anse en Y, ça traite le reflux gastro-œsophagien. Et donc, c'est peut-être une des raisons de faire des bypass. Il faut se méfier. Donc, les carences en B12 et en fer, c'est une carence vitaminique. Ces patients doivent être sous vitamines et doivent être surveillés, prendre des protéines les premiers mois. Morbidité non négligeable, fistule 1%, mais bon, il y a très peu de fistules anastomotiques, c'est un système à basse pression. Hernie interne, 2 à 4%, on en a parlé ce matin avec la fermeture des mésos. C'est une vieille étude, mais l'étude de Sjöström est importante parce qu'elle montre qu'un patient qui est suivi par des médecins avec un traitement médical ne maigrit pas et que ça justifie la chirurgie bariatrique.
cette étude comparait le banding et c'est intéressant parce que ça montre que finalement, déjà en 2007, on savait que le banding n'était pas une bonne opération. Alors je vais passer, la mortalité diminue dans le groupe chirurgie par rapport au groupe contrôle. Je vais terminer en parlant du bypass en oméga. Il faut une anse de 2 mètres, une anse commune d'au moins 3 mètres. Cette technique est relativement... La perte de poids est similaire au bypass gastrique classique, parfois même supérieure. Durée opératoire plus courte. Taux de complications précoces un peu plus faible. Celle due au pied de l'anse, c'est-à-dire fistule, kinking interne. Et elle est aussi plus facilement réversible. Démonter un bypass en oméga, c'est relativement facile. Inconvénient, moins de recul. Très important, et Chevalier a publié ça déjà il y a 3 ans au Congrès européen à Bruxelles. Il y avait 14% d'ulcères, c'est des ulcères réfractaires, et il y a du reflux biliaire si l'estomac est trop petit. Je peux vous assurer qu'il y a des patients qui sont sur des bypass en oméga avec des inappétences, des reflux, des ulcères, surtout s'ils fument et qui continuent à fumer. C'est des très très gros ulcères qui sont parfois difficiles. Il faut transformer ces bypass en autres bypass. Les lâchages ostomotiques ou perforations sont plus graves parce qu'il faut convertir l'oméga en Y. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas parler des reprises de poids parce qu'on n'en a pas le temps, ça devrait faire l'objet d'une autre session. J'essaye de vous montrer un algorithme redécisionnel. BMI au-delà de 40, BMI au-delà de 35 comorbidité, reflux grand hernie hiatale, œsophage de Barrett, diabète. Personnellement, je suis en consultation, je convainc le patient de faire un bypass et je vais lui proposer a priori un bypass en oméga, en anse en Y, surtout s'il y a un Barrett où je ne vais pas prendre le reflux. Par contre, si le patient est carencé en fer et qu'il est traité, je vais me méfier de faire un bypass parce que c'est des gens qui très souvent en tardif vont devenir faire des injections intraveineuses de fer. Bon, ça c'est des arguments non scientifiques, mais qui reviennent à chaque consultation. Que demande mon patient? Quelle technique le chirurgien est capable de faire? Mais mon avis, un chirurgien doit pouvoir faire les deux. S'il n'y a pas de reflux, s'il n'y a pas de Barrett, même en cas de diabète, petite hernie hiatale réductible, là on peut faire sleeve ou bypass, ou les indications spécifiques du sleeve quand il y a des maladies inflammatoires de l'intestin. En cas de reprise, ça vous ne connaissez pas ces patients, c'est des gastroplasties verticales calibrées, après on en a eu très peu au Maroc, sleeve avec sténose ou perte de poids insuffisante, je les transforme en bypass. Anneau gastrique, on peut aller vers le sleeve ou le bypass en 1 ou 2 temps. Finalement, quand il y a un anneau gastrique, je désuffle le ballon. S'il n'y a pas de poche gastrique, je vais en 1 temps et je fais sleeve ou bypass en sachant qu'il y a un plus grand risque de fistule. Mes conclusions sont les suivantes. Opérer un patient obèse grade 2 ou grade 3, c'est justifié. Grade 1, si diabète, insulinodépendant, point d'interrogation. Le gastric bypass et le gastric sleeve sont les 2 techniques mondialement les plus pratiquées avec des spécificités suivant les continents et les pays. 10% d'interventions pratiquées sont des reprises d'une première intervention. Il est crucial de correctement réaliser sa première intervention. Le gastric sleeve est une technique plus facile à réaliser, mais n'est pas dépourvue de risques post-opératoires qu'il faut pouvoir maîtriser. Le gastric bypass standard doit pouvoir être proposé comme première intervention, particulièrement en cas de hernie hiatale, œsophage de Barrett. Et la chirurgie bariatrique est une spécialité en soi et doit faire l'objet d'un apprentissage sérieux. Alors, je termine en disant que le diagnostic des complications doit être maîtrisé par les chirurgiens qui pratiquent ces techniques et le taux de réussite à moyen et long terme, quelle soit la technique que vous faites, est d'environ 80 à 85%. Merci beaucoup.